Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Belay. Oui, on n'y voit rien. C'est gentil, Thierry, pardon. Il fait pas de vélo, le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot, le Thierry, on le voit bien, on le voit bien. Chute, chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche, un coureur est tombé. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre devant le dos. Oui, je vais attendre. Je regarde bien avec ce douleur. Avec l'attaquant de Michelek, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes alors que tout le monde le passe. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission qui va être assez riche puisqu'on avait une actualité vélo assez chargée. Alors je perds mes mots, désolé. Donc pour participer à cette émission ce soir, j'ai avec moi Greg. Salut. Et c'est Et tout. c'est Nous tout. sommes que- Voilà, puis les autres ils sont endormis devant Paris-Nice. Ils se sont endormis et du coup on n'a pas réussi à les retrouver en temps et en heure. Alors du coup on va faire l'émission avec Greg, c'est pas très grave. Et on va commencer par vous parler des Strade Bianche. Greg, une course que tu apprécies et dont le scénario a plutôt été sympa encore une fois à suivre. Effectivement, on va pas rentrer dans le débat qui a agité les réseaux sociaux. Est-ce que c'est le nouveau monument ou pas? Toujours est-il qu'encore une fois, on a eu une très belle course dans de très beaux paysages comme d'habitude. Et voilà, moi l'image que je retiens, c'est qu'à 50 km de l'arrivée, on avait quoi, une dizaine de coureurs devant. Hmm. On avait une dizaine de coureurs devant et quasiment tous les leaders seuls, à part Bernal qui avait Pidcock quasiment. Et voilà, ben c'est encore. Et puis évidemment, on va revenir, je pense, sur la performance de Van Der Poel assez impressionnante et démarrage. Mais voilà, encore vraiment, pour moi, c'est une belle course. Et justement, Charles, est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu attendais un Van Der Poel à ce niveau-là? Eh ben, je dois faire mon mea culpa parce que après les quelques épisodes, hein, je vous en ai déjà parlé, moi je l'avais trouvé très limite sur l'Arctic Race of Norway. Je l'avais trouvé limite l'an passé au Lombardie aussi sur les Stradés, aussi cette même épreuve l'an passé. Donc je croyais pas du tout à Mathieu Van Der Poel et je dois dire que je me suis bien trompé. Et il a un jump qui est absolument phénoménal, que ce soit dans le dernier secteur gravel ou sur l'ascension finale vers les hauteurs de Sienne. Enfin Greg, c'était impressionnant, quoi. La manière dont il sort à la Philippe comme si c'était un cadet, franchement chapeau, quoi. Ah ben, c'est clair que là, il y a eu, que ce soit la Philippe ou Bernal, qui ont vraiment souffert dans sa roue, sans parler des autres. Et surtout qu'ils soient capables d'en mettre plusieurs de ces accélérations-là. Mm. Moi, honnêtement, la deuxième, je ne le sentais pas capable, j'imaginais pas capable de mettre une deuxième accélération aussi tranchante dans le final de cette course. C'est là où je pense, où vraiment il a impressionné tout le monde, et qu'il était capable de mettre deux grosses menaces dans cette course-là, alors que ben, les autres, je pense souvent, les coureurs, ils ont qu'une seule grosse cartouche, et puis tant pis sur la fin, ils sont trop justes. Là, il a réussi quand même à mettre plusieurs démarrages, et vraiment de démarrages qui ont vraiment fait une très grosse différence. D'ailleurs, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Greg, l'idée de monument ou pas. Et comme toi, j'ai envie de dire que finalement, c'est pas très important, mais je pense que les noms des mecs qui étaient devant, ça suffit en même temps à donner la réponse. Quand tu vois que Pogacar, vainqueur du Tour 2020, Bernal, vainqueur de la Grande Boucle en 2019, ou de Van Aert, Julien Alaphilippe, Mathieu Van Der Poel, quand tu vois ça, tu te dis que c'est quand même Pogacar, oui, enfin, c'est l'une des plus belles courses de la saison. En tout cas, les coureurs veulent la gagner parce que pour qu'ils soient aussi nombreux et dans des registres si différents, à être présents dans le final, c'est que vraiment c'est l'une des plus belles pour moi, quoi. et c'est pour ça, et de très loin, voilà. Enfin, je pense que le vélo, comme beaucoup de ceux qui nous écoutent, on préfère toujours quand c'est les leaders qui s'expliquent entre eux, et pas quand il y a une armada devant eux qui les traîne jusqu'à 3 km de l'arrivée, voire parfois moins, et où cette explication se réserve aux derniers hectomètres. Là, pour le bon, 50 km de l'arrivée, il y a 10 mecs devant, sans véritablement d'équipier, tout le monde est à fond. Ben voilà, c'est quand même le vélo qu'on aime, je pense, hein. Donc, je pense que tout le monde s'est régalé sur son canapé samedi, et on attend l'année prochaine aussi avec impatience. On attend de revoir aussi ces coureurs, hein, parce qu'il y aura les revanches bientôt à venir
les prochains jours, les prochaines semaines, donc à suivre. Et justement, tu parles de revanche, Greg, je voulais évoquer avec toi Wout van Aert. Est-ce que pour toi, il a décalé un peu son pic de forme pour être en forme un peu plus en avril? Ou est-ce que c'est un peu inquiétant de le voir un peu plus juste là cette année sur les Strade Bianche? Ah bah après, c'est sa course de rentrée, donc on va peut-être pas. Il est quatrième, on a l'impression qu'il est totalement nul. Non, il est quatrième. Bah, à un moment, on a cru qu'il allait exploser complètement, mais au final, il s'est vraiment bien Oui. accroché. Après, je sais pas comment il a prévu son calendrier, et lui, mais après, voilà, il a des objectifs peut-être un peu décalés par rapport à ses rivaux du jour, donc ça va être à suivre aussi. Mais je me fais pas trop d'inquiétude pour lui hein, sur les semaines à venir ou les mois à venir. On l'a déjà vu impressionnant l'année dernière, même sur les étapes de montagne du Tour de France. Donc, on va quand même lui laisser quelques semaines et visiblement, enfin, ce qu'on peut deviner un peu des réseaux sociaux, etc. Il a fait de très grosses séquences d'entraînement, T'as idée, ouais. voilà, ouais, enfin, à Tenerife. Donc, à voir, mais c'est vrai, tu as raison, voilà, c'est sa course de rentrée, c'est un des duels qu'on attendait, Wout van Aert face à Van Der Poel, et pour le moment, c'est avantage Van Der Poel. Alors, il y a plusieurs coureurs que je souhaitais évoquer avec toi, Greg, plusieurs jeunes coureurs d'ailleurs, à commencer par Tom Pidcock qui termine cinquième d'Estrade et qui impressionne de plus en plus course après course. C'est vrai, on avait déjà un petit peu parlé la dernière fois après sa troisième place sur Kurn. Et donc là, sur un pro même, alors c'est quand même un profil d'étape Strade Bianche un petit peu différent. Il est encore là. Et donc, ça promet quand même pour les années à venir parce qu'on risque de retrouver, si on le retrouve sur des classiques belges ou des semi-classiques belges, sur les Strade Bianche et au milieu des plus grands, hein, tu l'as dit, là, c'est quand même pas n'importe quoi. Il est arrivé quand même avec les meilleurs cyclistes du monde. Forcément, on se dit, mais après, ça aussi, ses belles performances VTT, bah, lui aussi, il va suivre l'exemple, entre guillemets, de Van Der Poel, de Van Aert. Encore un qui vient du VTT, qui va encore gagner, probablement dans les semaines ou les mois à venir. Alors un autre coureur très jeune qui a impressionné, c'est Quinn Simons. Quinn Simons qui était pour moi capable de jouer pareil avec Pidcock pour un top 5, qui a malheureusement crevé au plus mauvais moment, et ensuite qui a été victime d'une chute et qui a perdu toutes ses chances. Mais c'est vrai, tu as raison, ça fait partie aussi de la nouvelle génération qu'on attend, qu'on regarde. Il est passé directement pro aussi, je crois. Ouais, l'an passé. Ouais. C'est ça. Mais c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi, ces jeunes coureurs maintenant qui passent même plus par la case espoir, qui passent directement des juniors à pro. C'est une tendance visiblement lourde à suivre. Est-ce qu'il n'y aura pas de la casse quand même au bout de quelques années avec quelques coureurs qui finalement vont vite être un peu dégoûtés du vélo, arriver un peu à bloc. Mais c'est vrai, ça va être aussi un des coureurs à suivre cette année, qu'on découvre aussi avec sa grosse barbasse là. Mais il a que 19 ans, alors on a l'impression, voilà, quand on le voit courir, c'est vrai, je pense qu'on ne se rend pas toujours compte, voilà, que là, on a des gamins. Puis il y a quelques années, il n'aurait pas roulé peut-être avant 23 ans. C'est possible. Donc, je pense que voilà, on en parle régulièrement dans l'émission, mais ce côté, ces jeunes coureurs qui arrivent très jeunes, moi, je me souviens, il y a une époque, on va pas faire les vieux combattants, mais voilà, fallait en pro, on commençait à 23 ans, et là, à 19 ans, ils commencent déjà non seulement à être sur les courses pro, mais en plus, à se montrer et à pas être ridicule du tout. Alors un dernier jeune, Greg, que tu connais, puisque tu l'as suivi chez la formation d'Elco, c'est Simon Carr, aux portes du top 10, hein, très, j'allais dire offensif, non, mais qui a fait beaucoup de boulot, on l'a vu beaucoup travailler en tête des groupes, et vraiment lui aussi, il a un gros potentiel, quoi. Et oui, c'est un coureur alors qui était déjà un bon grimpeur, hein, surtout il s'est illustré plutôt sur un profil grimpeur sur les courses françaises. Alors il a la double nationalité britannique-française. L'année dernière chez Delco, on l'avait un peu vu sur le Tour du Portugal, mais avec le calendrier, on va dire modifié avec le Covid, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu à l'œuvre. Alors autant on avait déjà cité son nom comme un coureur prometteur, mais pour moi, ça reste quand même une grande surprise. Je ne le voyais pas si fort, que ce soit même sur les autres courses début de saison, hein, parce qu'il est bon depuis le début, que ce soit depuis la course à Marseillaise. Et là, sur les Strade Bianche, une course très dure, lui aussi, finalement, il tire son épingle du jeu. Et voilà, alors il y a eu pas mal d'articles, j'ai vu
je pense qu'il essaie de gagner sa place sur un grand tour, hein. Je pense que vu ses performances, il a la chance, enfin, il aura sa chance, je pense, cette année. Vu que c'est le meilleur de son équipe sur cette course-là, je pense qu'IF Education va lui donner sa chance sur des courses World Tour et notamment un grand tour. C'est tout à fait possible. Alors pour finir sur ces Strade Bianche, moi je voulais souligner un truc, pour pas non plus te laisser parler tout le temps, c'est la force collective quand même d'Alpecin Phoenix qui est souvent moquée, où certains disent que l'Alpecin c'est que Van Der Poel, et au final quand on regarde les classements là, des Strade Bianche, on s'aperçoit quand même qu'il y a 3 coureurs de l'équipe dans le top 15, parce qu'on retrouve aussi Gianni Vermeersch et Petr Vakoch. Donc ça, je trouve que c'est aussi à souligner. Ça va me permettre une transition parce que Ouais, justement aussi sur Bernal, enfin, est-ce que tu attendais aussi un Bernal à ce niveau, cette course-là? Parce que c'est ouais, pas. parce qu'on sait qu'il est assez complet. On l'a vu sur quelques semi-classiques. Il est assez à l'aise et bon, peut-être pas aussi haut, hein. Je l'attendais peut-être par exemple derrière Van Aert, mais non, non, pour moi, c'est pas une vraie surprise de retrouver Bernal dans un top 5 par exemple. Donc, bah, sûr, parce que je crois que c'est la première année, non, il participait, Bernal. On le Je voit. crois, ouais, Ouais. je crois. Enfin bref, on va faire la transition avec ce qui s'est passé aujourd'hui, mais aussi cette semaine, hein. On va en parler vite fait. Car il y avait le Grand Prix Le Samin, victoire de Tim Merlier, qui a récidivé aujourd'hui. Greg, on a tous les deux regardé le Grand Prix Montserrat, et quelle impression de puissance dans le final, même si la concurrence n'était pas forcément là. Il se retourne 2 fois et il gagne facilement. C'est vraiment un très bon coureur, ce Tim Merlier. Oui, enfin, c'est un sprinter solide, voilà, et qui est assez régulier dans ses performances. Et là, voilà, sur 2 courses cette semaine, où ben, s'il n'y a pas les grandes têtes d'affiche des World Tour, finalement, eh ben, ça reste lui le plus fort. Alors, tu l'as dit, voilà, la start list est peut-être pas exceptionnelle, mais c'est aussi ça la force, je pense, d'un sprinter, c'est que les jours où il doit scorer, ben, il score et il laisse pas passer sa chance, pardon. D'ailleurs, c'était sympa en regardant la course de voir Cavendish qui revient un peu au niveau. C'est son premier podium depuis très très longtemps. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi ça m'a fait plaisir. On l'a souvent décrié. Et moi le premier, Ben, hein, on l'a je surtout me vu reconnais. souffrir quand même ces dernières années, malheureusement. Ouais, ouais, voilà. Et bah, ça fait du bien, franchement, de voir un grand champion comme lui être un peu Pa- mieux que ce qu'on a. Passer d'invincible à. Alors, il y a À eu beaucoup de anonyme, ouais, chutes c'est. aussi, il y a eu beaucoup de sales chutes, mais aussi enfin, beaucoup de sprints, pas catastrophiques, mais on a l'impression enfin, qu'il reviendrait jamais. Même faire un top 10, ça paraissait très compliqué pour lui. Donc, le revoir un petit peu sur les sprints à l'avance, c'est vrai que pour celui qui a écrasé enfin, les sprints il y a quelques années. Enfin, c'est lui qui a 2 doigts quand même de battre le record de victoire de Bernard Hinault sur le Tour de France, rien qu'au sprint. Donc, tu as raison enfin, voilà, de citer son nom aujourd'hui parce que on le revoit à l'avance aussi depuis. Enfin, voilà, c'est aussi Quick-Step qui réussit son pari un petit peu de le relancer parce que Oui. en avait beaucoup parlé à l'intersaison. Hein, pourquoi Quick-Step prend un sprinter comme Cavendish ou on Cavendish va qui a dire amené l'argent de son contrat, faut le dire aussi, hein. aussi, oui. Mais oui, mais où le plus beau est derrière lui, hein. Je pense que c'est pas à lui faire Oui, injure oui, que de tout à dire fait, ouais. ça. On espère qu'il en Mais claquera une cette année, quoi. Ça serait bien qu'il finisse sur une bonne note. Et on va rester d'ailleurs sur la De Koninck, parce que c'est vrai qu'avec Alpecin, ils ont pas mal dominé la semaine. Avant de passer à Paris-Nice, on va évoquer vite fait le succès de Maury Van Sevenant, qui est vraiment un très bon jeune coureur belge et qui s'est imposé lors du Grand Prix Larciano, hein, Greg. eh ben oui, c'est donc encore une victoire Quick Step. On a envie de dire, on a l'impression que le Ça fait fait pas vert, plaisir à tout le monde, hein. On sent que ça agace. voilà, il en sort de son chapeau dans tous les sens. Alors, il avait déjà fait un bon début de saison, parce qu'il fait quand même un top 10 sur le Tour de la Provence. Il était sur le podium de l'Aiguilla cette semaine. Donc, il sort pas non plus nulle part. Lui aussi, il fait Oui, un puis c'est gros début de un saison. coureur On qui parle gagne de. le Tour du Val d'Aoste chez les espoirs aussi, hein. C'est pas. Voilà, donc il a fait top 10 aussi sur un Tour de l'Avenir, enfin, il Oui, y a tout à 2 ans, fait. je crois. Ouais, il sort pas nulle part, hein, faut pas non plus dire ça. Mais c'est vrai, le voir à ce niveau, et là aussi, il règle quand même Bocco Mollema, Michael Landa, Nero Quintana. C'est quand même, il règle un beau petit groupe hein, sur le final. Donc, je pense qu'il y a pas mal qui était surpris de le voir
de le voir justement gagner. Enfin, battre Michael Landa au sprint, c'est peut-être pas la chose la plus difficile, mais il arrive quand même dans un sacré groupe. Mais c'est ça qui est un peu gênant, je trouve. Tu vas me dire ce que tu en penses chez les détracteurs, enfin chez certains détracteurs de la Quick Step. C'est que pour moi, il manque quand même pas mal d'objectivité parce que oui, Quick Step il gagne beaucoup, il y a une très grande maîtrise tactique, mais on prend pas n'importe qui. Certains des fois s'amusent à dire ou se plaisent à dire que Quick Step ferait gagner n'importe quel coureur, n'importe quel no-name entre guillemets, même si l'expression est pas très sympathique, mais c'est pas le cas. On voit avec Vance Venant, on voit avec Evenepoel, on voit avec Almeida, c'est pas du tout des mecs qui sortent de nulle part. Il y a quand même un recrutement chez les jeunes qui est fait, un Badjoli pareil, qui avait été impressionnant. Enfin, c'est pas, ouais, c'est comme je le disais, c'est pas des mecs de nulle part. Et est-ce que toi tu penses, Greg, que il y a peut-être un peu de subjectivité dans les critiques par rapport à ça? Et pourquoi? Est-ce que c'est juste parce que ça agace ou... Ah ben, c'est toujours pareil quand une équipe gagne beaucoup agace. Maintenant, il y a peut-être aussi pas mal de raisons. Le fait vert aussi est une personne aussi assez clivante hein, que ce soit dans toutes les interventions. Donc ça y est aussi pour quelque chose. Après, oui, il y a peut-être aussi, il a le nez pour repérer les grands talents. Il n'a pas non plus le plus gros budget, faut le dire, Tout à fait. de D'ailleurs, je trouve retour. qu'il a aussi le nez pour les lâcher au bon moment, au sommet de... Aussi, mais après, je pense qu'il fait rager aussi, c'est que certains qui ont une quick step sont beaucoup moins bons. Et c'est peut-être ça aussi qui interroge certains, plutôt que ici, enfin, plutôt que le cas où il prend des très bons jeunes qui gagnent. C'est peut-être plutôt l'inverse, c'est que dès qu'on quitte Quick Step, on a l'impression ils ne gagnent plus, ils savent plus comment gagner. Mais justement, est-ce que c'est pas parce qu'ils quittent Quickstep ce qu'ils font au sommet de leur art et que on peut du coup pas faire mieux quoi? Bah, je sais pas. Après, voilà, enfin, il y a aussi des questions de contrat, de salaire. Pour le coup, là, je vois, enfin, j'ai déjà dit, mais le fait vert, c'est peut-être pas le plus gros budget. Il est pas tellement dans la surenchère sur les salaires. Enfin, à voir maintenant ce qu'il va faire Pour pour Alaphilippe Alaphilippe ouais, et et Evenepoel, ouais. Evenepoel, parce que là, à un moment, la question va certainement se poser. Donc, ouais, moi, je sais peut-être plutôt la situation quand on quitte Quickstep, eh bien, finalement, c'est beaucoup plus compliqué que le fait qu'il y ait des très bons jeunes et que ça marche. Alors ça nous amène la Quickstep toujours à Paris-Nice puisque Sam Bennett s'est imposé devant Arnaud Démare. On l'a vu déjà très costaud lors de l'UAE, mais pareil, il a un de ses jumps Bennett Greg, hein. Ben oui, enfin là, il confirme, autant on l'avait déjà vu sur, comme tu l'as dit, l'UAE Tour, que ben, c'est pour l'instant le sprinter du début de saison, à voir les semaines et les mois à venir. Mais c'est vrai que, et pareil, alors on parlait de stratégie là aussi, enfin je sais pas ce que tu en as pensé, mais toujours, moi ce que je trouve c'est remarquable chez Quickstep, c'est qu'ils sont tellement forts, ils arrivent devant au dernier moment. Oui. Je sais pas si tu as Puis remarqué, moi ils arrivent c'était... à faire bosser les autres, quoi. Ça, c'est un truc que, enfin, tactiquement, j'ai jamais compris, quoi. Quand t'as Bennett, t'as certaines équipes qui roulent, mais tu te demandes pourquoi. À un moment, tu vois Total Direct Energy, mais enfin, c'est pas contre eux, hein, je prends cet exemple-là, mais j'aurais pu en prendre trois ou quatre autres sur l'étape d'aujourd'hui. Mais tu te dis, mais à quel moment ils pensent qu'ils vont taper Bennett, quoi? Tu vois, Oui, ou enfin, quand il y a, en plus, il n'y a quand il pas y a de la Bennett, mais... cassure, moi j'adore Nasser Bouhanni, hein, son caractère et tout, je trouve ça vraiment très bien, mais quand Arkea embraye derrière ce groupe de 10, mais à quel moment on pense qu'il va pouvoir taper Bennett, tu vois? Sans lui faire offense, hein, bien sûr, loin de là. Mais des fois, tu as l'impression qu'en fait, les équipes qui ont très peu de chances de gagner prennent des responsabilités qu'ils n'ont pas à prendre, en fait. Moi, si j'étais directeur sportif d'une équipe, je laisserais Quickstep travailler. De toute façon, ils gagnent 9 courses sur 10. Après, c'est aussi une manière peut-être de mettre en confiance le sprinter. Regarde Coco, on roule pour toi, on y croit, on y croit, on y croit. Mais après, au fond, voilà, enfin, moi aussi, je vois plus ce raisonnement inverse. Regardons comment la Quick Step fait. C'est-à-dire, ils ont laissé les autres équipes enfin, pas mal rouler. Ils arrivent devant, surtout au dernier moment. C'est ça que je trouvais pas tant, quoi. Ils arrivent entre. Faut savoir se faufiler dans ces moments-là Oui, t'as aussi. l'impression qu'ils sont Faut pas là. pas Je sais avoir plus si peur. c'est Alex Pasteur ou Laurent Jalabert qui dit on voit plus les Quickstep. Et tout d'un coup, t'en vois 4 qui arrivent, quoi. Voilà, 1,5 km, 2 km de l'arrivée, ils replacent leur sprinter devant. Il reste quand même impressionnant dans cette science de la course, dans cette science du placement, qui reste quand même déterminante dans les sprints. Alors que pour moi, la FDJ, enfin la Groupama FDJ, pardon, était devant trop tôt aujourd'hui. Ah, c'est possible, oui. Après, enfin, c'est Après, il y a une aussi chute la qui a manière de. perturbé peut-être un peu aussi, mais Ah ben non, c'est quand il recule, enfin, oui, peut-être, mais après, c'est aussi leur manière de courir, de placer Demar dans les meilleures conditions.
ils ont l'habitude de rouler très fort comme ça, d'être aussi impressionnant, d'être assez impressionnant, faut le dire, hein, quand même collectivement. Oui, tout à fait. Peut-être, ouais, c'est l'équipe qui paraissait quand même très forte. Bon, bah, deuxième place, c'est parce que c'est une réelle déception pour Démarre pour toi, Charles. Non, parce que ça, on l'a dit vraiment beaucoup de fois, et je crois que c'est Baptiste qui l'avait souligné en premier. Arnaud Démare, c'est pas un sprinter qui va gagner, je sais pas, tu vois, 30 courses dans l'année, qui va tout exploser, gagner. Bon, il l'a fait sur le Giro, mais la concurrence n'était pas la même. Mais tu vois, c'est pas le mec, je suis d'accord avec lui, qui va gagner 4-5 étapes du Tour de France, en fait. Et le retrouver derrière Bennett, bah, c'est logique, hein. Il a perdu là, peut-être que dans 2-3 jours, il battra, mais enfin, je pense pas que ça soit un sprinter vraiment dominateur, donc je trouve ça logique, en fait, de le retrouver bah, à cette place-là, quoi, que ce soit un, deux ou trois, c'est son rang à peu près au niveau de ses meilleurs coureurs, ses meilleurs sprinters mondiaux. Oui, enfin, moi aussi, aussi impressionné parce que Bennett doit en plus faire un écart parce qu'il y a Kerman devant Ouais. qui le bloque un moment. Il doit faire presque un grand détour pour le passer. Au passage, justement, à Kerman, t'en as pensé quoi, la Bora, qui a Bah, un petit peu Ackermann, roulé depuis l'an aussi, dernier, mais t'as l'impression que c'est quand même un peu plus dur, quoi. alors qu'il était impressionnant. Il est quand même une période où Ouais, voilà, ça paraissait. je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il manque de jus dans les derniers mètres, alors que pourtant la Bora, comme tu l'as dit, a bien fait le boulot. Mais depuis quelques temps, j'ai l'impression que c'est assez compliqué. Après, à voir comment il a vécu le Covid, tout ça, et comment il a pu s'entraîner. Mais ouais, depuis un moment, je le trouve assez, pas limite, hein, parce que tu fais quand même sixième d'un sprint sur Paris-Nice, mais j'ai l'impression qu'il a pu ce coup de rein pour être capable d'aller bah, battre les meilleurs comme il l'a déjà fait à de nombreuses reprises. Et par parce qu'il recule finalement sur la fin. Ouais, ouais, Il ouais. dépassait bon Bennett et Demar, on va dire. Et C'est peut-être pourtant, pas une Ackermann, sorte. c'est un sprinter qui est capable de passer les bosses, hein, donc normalement, un faux plat à 4%, ça lui fait pas peur du tout, quoi. Mais il se fait dépasser petit à petit. Bennett, Demar, Pedersen, même Philipsen. On parlait d'Alpecin, là aussi, ils ont encore un très bon sprinter qui peut leur ramener de belles places. Tout à fait, ouais. Donc, on verra. Alors, il y a d'autres étapes qui se régleront certainement au sprint selon la météo sur Paris-Nice. Donc, ça à suivre aussi cette semaine. À suivre. Alors, un dernier mot sur cette étape du jour, hein, forcément la malchance pour Richie Porte qui ne chute pas tant que ça, mais à chaque fois qu'il chute, Vas-y, Charles, malheureux. parle-en. Tu peux Ouais, extérioriser. parce que j'aime beaucoup Richie Porte, je trouve que c'est un coureur assez attachant. Tu as un tatouage Richie Porte sur le bras droit. Tu peux le Ah, dire. ça, je ne le dirai pas. Mais plus sérieusement, enfin, je trouve que c'est un mec qui a, putain, enfin, il a pas de bol, quoi. T'as des gars qui vont chuter, ils repartent tout le temps sans problème, et lui, parce que tu l'as vu, la chute, elle est assez anodine. T'as pas l'impression qu'il tape fort, tu vois, ou qu'il tombe à pleine vitesse, mais bah, il se pète un truc, quoi. C'est exactement ce qu'il a ou j'ai pas suivi? Je sais pas ce qu'il a exactement, mais t'as l'impression que c'était soit le bassin, soit les fesses, mais t'as l'impression que pour lui, il y a aucune chute qui est anodine, en fait. Et qu'à chaque fois qu'il tombe, bah, c'est terminé, quoi. Et là, bah, ça a été le cas. On a cru qu'il allait abandonner rapidement. Finalement, il a dû repartir pour se tester. Et c'est dommage parce qu'il était le leader d'Ineos pour ce Paris-Nice. On avait vu en janvier sur la course de remplacement du Tour de Under qu'il était assez en forme. Et bah, c'est encore une occasion de perdu. Après, il faudra voir le communiqué d'Ineos. Il n'est pas encore tombé, je crois. Mais espérons que ça soit pas trop grave, quoi. Ben, surtout que tu l'as dit, c'était la course où il était leader. Oui, puis il n'y en aura pas tant que ça des courses où il sera Voilà, leader cette c'est année, ça. hein. Je pense que dans d'autres courses dans l'année, il sera plutôt dans son rôle d'équipier. Donc c'est vraiment dommage pour lui, surtout qu'à 36 ans, il n'aura peut-être pas beaucoup d'autres occasions d'être leader sur enfin, une course aussi importante que Paris-Nice. Tout à fait, hein. Alors on va passer à la suite, Greg, si tu le veux bien, pour conclure l'émission. La suite, bah, c'est forcément ce Paris-Nice, hein. Puis un Paris-Nice, enfin, je tiens quand même à le souligner, l'année dernière, on était tous un peu moroses, hein, tu te rappelles, toutes les équipes n'avaient pas pris le départ, le contexte était archi difficile parce que c'était le début de la pandémie en France et en Europe, et on voyait les équipes qui quittaient aussi la course au soleil petit à petit. Et là, enfin, je sais pas toi, mais ça fait du bien de voir qu'il y a de la vie, tu vois. Enfin, c'est peut-être con à dire, mais de voir que bah, finalement le sport a repris un peu le dessus et qu'on va courir malgré tout, quoi. C'est vrai, alors on croise les doigts, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, hein. Tout à fait, oui On va aussi, être hein. prudent. Mais oui, Mais on voilà, oublie revoir presque une. les tests PCR, je sais pas toi, tu vois. Alors, moi j'ai l'impression que c'était vachement présent dans ma tête, notamment pendant le Tour de France hein, l'an passé, où on était tous un peu accrochés au truc. Mais malgré le retrait d'Alpecin justement à l'UAE, moi j'en oublie presque qu'on fait des tests en fait, je sais pas toi, si, ou si c'est l'habitude hein, qui fait ça. Mais...
Ouais, je pense enfin, entre guillemets, on commence à prendre l'habitude, mais oui, déjà qu'on retrouve une course par étape comme celle-là, quand on pense à la catastrophe que c'était l'année dernière, et dans quel climat s'est déroulé l'année dernière, tu as raison que c'est vrai que cette année, on retrouve un Paris-Nice normal, et que voilà, on espère voir une belle course, on verra, il y a quand même de belles étapes cette semaine. Ouais, puis il y a un grand favori, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais c'est Primoz Roglic qui normalement sur ce parcours devrait se balader quoi. Ah ben forcément, c'est vrai. C'est vrai qu'entre le contre-la-montre et après les étapes qui ressemblent à pas mal de courses de côte, ça va être très compliqué d'aller chercher Primoz Roglic. Donc, ils ont une grosse équipe quand même, la Jumbo. Donc, ça va être très compliqué, à part si la météo s'en mêle. Peut-être qu'il y a des bordures ces semaines-ci. Ça va être vraiment très très dur pour les autres d'aller le chercher. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, c'est sa course de reprise. Alors, en général, il est assez bon quand même sur ses courses de reprise. Oui, en général, c'est un coureur qui a pas besoin forcément de courir beaucoup quoi. En général, il laisse rien passer. Mais bon, après, derrière, on ne sait jamais. Alors la bonne nouvelle, on en parlait Greg pour finir, c'est contrairement à l'an passé, on va voir Tirreno quasiment en même temps que Paris-Nice. Je crois que le lancement est mercredi et là on a une très très belle start list. On va retrouver un peu tous les mecs qui étaient au Stradé tout simplement. Je vais les citer rapidement avant de te donner la parole. Je vais donner quelques noms: Simon Yates, Jakob Fuglsang, Mikel Landa, Peter Sagan. On va retrouver Julien Lafilippe et Joao Almeida, Sergio Higuita, mais aussi Thibaut Pinot, Egan Bernal, Miral Kwiatkowski, Dan Martin, Michael Woods, Wout van Aert, Tim Wellens, enfin, Nero Quintana, Vanderpool, Romain normalement. Bardet aussi, Vincenzo Nibali, beaucoup de très grands noms, et j'en oublie parce que je peux pas citer tout le monde, mais il y a vraiment une très très belle start list avec Pogacar d'ailleurs que j'ai oublié. Eh ben oui, ben c'est pareil, on retrouve voilà, des courses qu'on aime bien, des courses d'une semaine, où à la fois on sera attentif aux sprinters pour voir un peu la hiérarchie, mais aussi là, comme tu l'as dit, il y a quand même beaucoup de coureurs de grand tour qui vont un petit peu s'étalonner. Il y a des courses, alors chacun a un peu son calendrier, hein. Certains ont pour objectif, il y a Milan-San Remo qui approche, Mm. il y a le Giro un petit peu, enfin c'est un petit peu plus lointain, mais quand même pour certains, c'est l'objectif, le plus gros objectif à préparer. Donc à suivre, toujours pareil, mais je pense qu'on aura quand même de belles courses cette semaine. Ça fait plaisir aussi, enfin, vous en parler, d'avoir deux, trois courses en même temps, c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Carrément, Et mais même aujourd'hui, il y a 3 courses de classe 1 minimum, et ça c'est franchement aussi une bonne nouvelle quoi. voilà, donc ben, dimanche, on pourra faire un petit bilan et je pense qu'on en saura plus sur l'état de forme des uns et des autres. Et on pourra encore débattre des heures et des polémiques à On n'en va plus plus finir. finir. Tiens, d'ailleurs, une dernière question, Greg, que je me posais là à l'instant. Est-ce que selon toi, quand tu vois la start list d'Estrade et celle de Paris-Nice, est-ce que la course italienne a pris le dessus sur Paris-Nice en termes de prestige? Pour des Tirreno. Après, je pense que Parce que tu te rappelles, au début d'Estrade, finalement, il n'y avait pas grand monde parce que les mecs voulaient pas trop zapper Paris-Nice, quoi. Alors que là, finalement, on se dit que la start list après, d'Estrade était plus belle que celle de la course au soleil. c'est aussi une histoire d'objectif personnel. C'est selon ce qu'ils ont. Enfin, donc tu as raison, c'est beaucoup qui restent. Ceux qui font l'estradé, sauf beaucoup sont restés. Et c'est comme ça qu'ils ont c'est une belle startise. Mais après, c'est des choses qui peuvent changer d'année en année, hein. C'est selon les objectifs des uns et des autres. Alors, mais moi, je suis assez content d'avoir deux belles courses quand même en parallèle, quoi, parce que avec des start lists, bon, qui sont quand même bien, je trouve, sur les deux courses. Alors, même si là, c'est vrai, il y a peut-être un petit peu plus d'étoiles sur Tirreno, mais ça change chaque année, donc c'est bien. Enfin, moi, Ça enfin, dépend c'est des quelque parcours chose. aussi, hein, c'est vrai que ça. Voilà. Honnêtement, moi, enfin, je cherche pas tellement à comparer parce que parfois, c'est peut-être sur la course à la moins belle start qu'on aura les plus belles courses. Donc, on aura peut-être une course assez fermée finalement, hein, sur Tirreno selon les scénarios. Donc, peu importe. L'important, c'est d'avoir voilà, du mouvement et des courses intéressantes. Tout à fait. Alors sur ces belles paroles, on va clôturer. Bon, on va faire un petit pari quand même, même si tu t'as donné déjà un peu la réponse. Je vais te demander le podium de Paris-Nice derrière Primoz Roglic. Alors, on va dire bah, Primoz Roglic évidemment. Je vais dire Vlasov. Et puis, je vais dire, allez, je vais dire David Gaudu. Et ben moi, je vais tenter un truc causé. De toute façon, comme on se plante à Ouais, chaque t'as fois. raison, vas-y.
Donc je vais laisser Roglic, hein, parce que je pense qu'il est quand même absolument intouchable, sauf fait de course, mais je tenterais bien en 2 un petit Rohan Dennis, s'il est en forme, et en 3 Vlasov, comme toi. Ça m'étonne que tu n'aies pas sorti McNulty, tiens. Non, parce que je trouve qu'il est un peu tendre encore en montagne et pas assez costaud sur le chrono, tu vois. On l'a un peu vu lors du Giro, finalement il n'était pas si haut que ça. Ah, et c'est là qu'il va gagner. Là, il va tout Et boire, ouais, et il là va je vais avoir exploser l'air d'un tout le con monde, encore et une là il fois. va dire, il va faire un message à Charles, tiens, tu vois. Il va faire une chute en passant la ligne sur la Colmiane, tu vas voir. Et ouais, à la manière de comment il s'appelle, Antonio Tiberi, le jeune coureur italien sur l'UAE Tour. Eh bien Greg, il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne soirée du coup, puis on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode pardon, de la sortie du dimanche. Allez, à bientôt, ciao. Ciao!